Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, merci de recevoir RITV. Donc ce premier tome, ces mémoires surtout, elles étaient attendues. Surtout, j'ai envie de dire, ce premier tome qui court de 1928 à 1972. Donc ce premier tome, il était peut-être très attendu, celui-là particulièrement, parce qu'il raconte des choses que les gens ne connaissent pas. C'est vrai. Ou ne connaissent plus, surtout nos générations. Je me demandais, est-ce que c'est cet écart, ce contraste entre deux époques qui vous a poussé finalement à écrire? C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la différence qu'il peut y avoir entre l'histoire d'un homme et l'histoire d'un personnage. Parce qu'au bout d'un moment, on devient un personnage politique et qui est en quelque sorte dessiné, non pas de son origine, mais par les autres. Et généralement, dans le monde actuel, par mes adversaires. Et il est évident qu'il y a un certain contraste entre la réalité et la perception que mes adversaires ou mes ennemis ont pu avoir de moi, puisque j'ai toujours été dans l'opposition. En fait, dans une position critique par rapport aux institutions, à l'établissement, à la politique en général, au monde économique, syndical et autres, politiques bien sûr. Et vous évoquez surtout au début cette vie difficile des marins-pêcheurs bretons, en particulier à travers votre grand-père, qui était, si je me souviens bien, gardien de vache à 6 ans et capornier à 13. C'est ça. C'est-à-dire, non, mon père était capornier à 13. C'est ça, c'est votre père. Mon grand-père a été berger de vaches très jeune, mais mon père, non, mon père a été à l'école. Mais comme son père partait à la guerre en 1914, il est donc dû aller, comme on disait, sur le trimar. Et il est parti comme mousse sur un 3-mâts capornier, le Duquesne, qui était un bateau de Nantes, pour faire justement aller au Chili et revenir, enfin passer le Cap Horn, ce qui était très 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 dur à ce moment-là. Oui, c'est une vie. Je consacre d'ailleurs un chapitre spécial aux caporniers, parce qu'il me paraît utile que les gens d'aujourd'hui sachent quelles pouvaient être les difficultés considérables, professionnelles, qui étaient celles des marins de cette époque et de cette spécialité. Et ça rendait les gens plus forts quelque part. Oui, mais peut-être, oui, ceux qui n'étaient pas morts, bien sûr, parce que la sélection naturelle était terrible. Mais ça montrait aussi la capacité qu'ont les hommes de résister aux difficultés de la vie, qu'elles soient le froid, le vent, la tempête, la mer, bref, tout cela. Les conditions de vie étaient, on peut considérer aujourd'hui, absolument inhumaines ou surhumaines, mais elles étaient surmontées par ces gens qui faisaient ce métier d'aller charger des nitrates au Chili pour le ramener en Europe. Et sur la Terre, sur le continent, la vie était un peu moins difficile, mais elle l'était quand même. Oui, c'était quand même, enfin bref, je décris le monde que j'ai vécu avant la guerre. J'ai été un petit garçon relativement aisé, si j'ose dire, parce que j'étais enfant unique et mon père, patron pêcheur, gagnait bien sa vie. Mais ma mère me racontait encore la manière dont elle vivait dans la ferme de ses parents, une ferme de 15 hectares, dont 5 hectares de landes, qui avait élevé 7 enfants, et comment elle allait, par exemple, à l'école à Locquenriaquer, pieds nus, avec ses sabots autour du cou, à 5 kilomètres en hiver, et dans les chemins creux. Et parce qu'on mettait ses sabots qu'au moment où on entrait dans le village, pour ne pas les user, n'est-ce pas? C'est un exemple. Par exemple, chez ma grand-mère maternelle, on mangeait des œufs seulement le jour de Pâques, parce que ce jour-là, à volonté. Parce que les œufs, comme le beurre, et comme les poulets, étaient ce qui pouvait se vendre au marché d'Auray, où elle allait le lundi en vélo à 13 kilomètres pour faire l'échange, en quelque sorte, peut-être d'un pantalon de bleu de chauffe ou d'un objet quelconque. Quelle valeur finalement rendait cette existence un petit peu plus vraie que celle par rapport à celle d'aujourd'hui? C'est ce que j'ai voulu décrire, si vous voulez. Quand je décris, par exemple, la Trinité-sur-Mer, qui était un petit port microcosmique,
c'est ce qu'était la vie il y a 50 ans, très différente de maintenant, où c'est devenu un grand centre de nautisme, bien que la Trinité soit avec Le Havre un des 2 premiers clubs nautiques de France dans le temps. C'est là du 19e siècle. Donc vous jouez un petit peu le rôle de passeur de mémoire, en fait. Oui, de passeur de mémoire, mais aussi, ça c'est mon passé personnel, en quelque sorte. Encore qu'il y a une partie qui comporte la politique, puisque mes premiers mandats de député sont en effet dans cette période. Mais c'est plus personnel que ne sera sans doute mon tome 2, où bien évidemment ma vie personnelle, bien évidemment, et familiale, sera en contrepoint de la vie du Front National, qui va durer 45 ans, et au cours desquels je m'affronterai aux différentes actualités et difficultés. Et vous avez une deuxième casquette aussi dans ce livre. Vous avez celle du rectificateur des idées reçues, on va dire, notamment à propos de l'Algérie, de l'Indochine. Non, je n'ai pas du tout la prétention d'être un régulateur de l'histoire. Simplement, je raconte ce que j'ai vu, à la manière de Del Dongo, le héros de Stendhal. Je dis ce qui est la vérité, celle que j'ai vue au moment où je la vivais, et qui a été relativement déformée depuis, soit embellie, soit salie par les uns ou par les autres. Je dis ce que j'ai vu. Je suis un témoin. Oui, c'est-à-dire que quand je reviens d'Indochine, je suis peiné et fâché de nos échecs. Et je refuse l'offre qui m'est faite d'entrer dans les services secrets ou spéciaux, parce que je veux faire de la politique et je veux rester un homme libre. J'aurais été toute ma vie un homme libre qui aura la capacité, à tout risque d'ailleurs, parce que ça coûte cher de dire ce qu'on pense, en effet de dire à mes compatriotes ce que je ressentais, et s'ils me considéraient à la limite comme un critère valable, établir même leur propre jugement. Et c'est vrai que mon jugement est sur un certain nombre de personnages historiques dont l'image a été déformée en bien ou en mal depuis, assez singulièrement différente. Voilà. Vous revenez sur le chapitre de la torture dont on a beaucoup entendu parler, et vous avez vraiment envie de le clore définitivement. On a ce sentiment-là. Oui, c'est l'utilisation, la campagne contre la torture a été une campagne politicienne destinée à affaiblir l'armée française, à favoriser le FLN et les indépendantistes algériens et la gauche française, voilà. Alors je raconte tout simplement le dilemme devant lequel se trouvait l'armée française mandatée par un gouvernement socialiste, je le rappelle spécialement à Alger, pour lutter contre une offensive de terrorisme à la bombe dont les victimes étaient des civils qui se trouvaient déchiquetés, mutilés, tués ou blessés par ces offensives, et la volonté, la mission de détruire ces réseaux, de saisir les bombes pour éviter qu'elles n'explosent, et pour cela faire ce qu'il fallait pour l'avoir. Je crois que l'armée française s'est conduite, pour autant que j'ai pu moi-même en être le témoin, en tout cas, d'une façon humaine et convenable. L'occupation, vous en parlez beaucoup. Vous en parlez, vous évoquez Pétain, enfin vous en parlez. L'occupation n'a pas été neutre pour moi, parce que j'y ai perdu mon père, que nous détenions des armes, que nous étions donc objectivement des résistants, mais pas forcément sur les listes qui allaient s'établir pour pouvoir se partager les appartements, les journaux et les places de ceux qu'on allait mettre en prison. Et c'est ce paradoxe qui me choquait dans mon âme juvénile, cette injustice, cette exploitation abusive du patriotisme, ce que j'appellerais la bravacherie, n'est-ce pas, qui consistait à se targuer
pour certains, de mérites qu'ils n'avaient pas eu pendant l'occupation. Voilà. J'essaye de dire les choses telles que je les ressentais, telles que je... Par exemple, il y avait une chose qui m'avait frappé, c'est que, en écoutant Radio Londres, ce qui était strictement interdit, je le rappelle, j'étais frappé. Je parle de la radio, les Français parlent au français. À la radio, l'émission française de Radio Londres. J'étais frappé de voir d'entendre que les discours étaient beaucoup plus anti-Vichy qu'anti-Berlin. C'était plus tourné contre le gouvernement français que contre l'ennemi et l'armée d'occupation. Et ça me paraissait suspect, si vous voulez. Comme ça, par instinct. Vous sentiez une récupération, déjà à l'époque? Oui. Je pensais, j'ai assisté à une récupération qui d'ailleurs a été mon premier geste politique, a provoqué mon premier geste politique, puisque en voyant les résistentialistes, c'est-à-dire ceux qui résistaient après le départ des Allemands et qui tondaient les femmes, qui mettaient le conseil municipal en prison, j'ai écrit au pinceau à encre de Chine deux affiches, c'est la même affiche, mais en deux exemplaires, en quelque sorte faisant ce que faisait Olympe de Gouges sous la Révolution contre Robespierre, et j'en ai apposé une à la mairie et une sur le quai. J'avais 16 ans, donc à 16 ans, je fais un geste politique positif. Je fais une affiche politique pour me moquer des bravaches, pour me moquer de ceux qui se prétendent des résistants et qui sont en fait des matamores. Vous dites aussi une chose, vous dites que le terrorisme dont a usé justement le résistentialisme, notamment au moment de l'épuration, le terrorisme d'aujourd'hui tient un petit peu des méthodes de l'époque. Oui, ce sont les méthodes qui ont été mises en œuvre à partir du moment où le Parti communiste est passé de la collaboration à la résistance, c'est-à-dire à partir de 1941, quand leur patrie, l'URSS, a été envahie par l'Allemagne, les communistes qui étaient plutôt collabos sont devenus résistants et ont pratiqué des méthodes révolutionnaires, des méthodes terroristes révolutionnaires, qui consistaient à attaquer des militaires allemands dans la rue, n'est-ce pas? Ce qui entraînait, d'après les lois de la guerre elles-mêmes, des représailles et créait une espèce de circuit, attentats, répression, etc., qui était de nature à soulever les populations. Donc en fait, il y a l'épuration, mai 68, le grand cheval de bataille finalement qui ressort dans tout ça, c'est le communisme. Le monstre, comme vous l'appelez. Non, le communisme, c'est de quoi? Ce n'est pas à moi d'en faire le procès. Il a été fait depuis longtemps. Il lui a été attribué 100 millions de morts. Donc le chiffre n'est pas de moi. Ce sont des gens qui en ont été les historiens, que ce soit en Russie, en Chine, dans tous les pays ou en Europe de l'Est. La dictature communiste a été féroce dans sa lutte contre les oppositions. Et en France, elle a motivé très souvent des conflits sociaux qui étaient beaucoup plus des opérations politiques que des opérations syndicales. L'action de la CGT, qui a contribué à ruiner les ports français, qui a créé de nombreuses difficultés dans les entreprises, était une opération révolutionnaire qui s'inspirait de la volonté communiste universelle de conquérir le monde à la révolution. Voilà. Et nous le considérions, nous, comme l'ennemi numéro un, et le combattions sous toutes ses formes, aussi bien au quartier latin quand il se manifestait dans les associations qu'en Indochine ou ailleurs, où j'ai eu l'occasion de le croiser sur ma route. Et vous pensez aujourd'hui que le communisme fait encore partie du paysage politique, pas en tant que parti, car je sais que son score est dérisoire, mais en tant que vecteur d'influence?
Est-ce que l'idéologie s'est transformée? Oui, je pense en tous les cas qu'il bénéficie encore aujourd'hui d'une indulgence et d'une complicité du système et de l'établissement des intellectuels. Il bénéficie d'une indulgence particulière, bien qu'il ait disparu en Russie et se soit considérablement réduit en Europe de l'Ouest, et de l'Est et de l'Ouest d'ailleurs, mais il est encore très présent en Chine, au Vietnam, dans le monde. Et ça n'est pas une menace qui a disparu. Elle s'est limitée pour l'instant. Mais la conception marxiste révolutionnaire reste présente et soutenue par des pays de grande dimension. Au sujet de De Gaulle, vous lui donnez un petit nombre, on va dire, de satisfecit sur son intuition, son efficacité, mais vous ne pardonnez pas au faux grand homme, comme vous l'appelez. Écoutez, là, je me rendais bien compte d'une chose, c'est que les responsabilités des uns et des autres étaient différentes. Le général de Gaulle était à Londres, relativement à l'abri des poursuites ou des difficultés, et le maréchal Pétain, lui, était à la tête d'un gouvernement qui devait assumer la survie de 40 millions de Français. C'est-à-dire le fait de leur permettre de travailler, de manger, d'être enseignés, d'être soignés, ce qui est une responsabilité d'un ordre tout à fait différent. Et il est évident qu'on court plus de risques quand on a beaucoup de responsabilités que quand on n'a que des responsabilités verbales, dans le fond. Hein. Et c'est ce qui me rendait assez sévère pour les vainqueurs de la libération dans leur triomphe qui aurait dû normalement être plus modeste. Vous parlez aussi d'une faute morale. Vous parlez d'une faute morale concernant De Gaulle, avec l'Algérie française. Ah, c'est tout à fait autre chose, là. Alors, une faute morale évidente. Le général de Gaulle accepte d'être rappelé par l'armée, il faut dire, hein, et par les pieds noirs. Il vient les voir et leur dit « Je vous ai compris », donc c'est un pacte qui noue avec eux pour la défense de l'Algérie française. Et en 5 ans, il fera l'Algérie algérienne. Et il livrera à nos ennemis, en particulier les Harkis, qui sont nos combattants algériens, d'une façon qui est absolument atroce, puisqu'ils sont livrés au massacre, aux tortures. Et c'est la trahison de la parole donnée que personnellement je n'accepte pas. Alors évidemment, ceux qui se targuent de faire de la grande histoire, de voir loin, peut-être trouveront des excuses à cette attitude. Moi, personnellement, je n'en trouve pas plus que n'en ont trouvé des gaullistes pourtant bien répertoriés comme Georges Bidault, Jacques Soustelle et quelques autres. Vous avez fait beaucoup d'allées et venues à Alger dans toute cette période-là. J'ai essayé de jouer un rôle et j'ai, dans le fond, pas réussi. Car à travers un malentendu qui m'opposait au général Salan, on dirait aujourd'hui une fake. Une fake news. Oui, absolument. Et une erreur d'information. Mais je pensais que je pouvais, comme orateur, jouer un rôle dans la mobilisation des forces à la fois européennes et musulmanes en Algérie dans une direction patriotique qui était celle de l'Algérie française. Bon, je n'ai pas réussi. C'est un des nombreux ratages de ma vie, mais je ne le regrette pas. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé. Et en même temps, vous dites que finalement l'Algérie française, ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Il y avait peut-être plusieurs façons de la faire, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est produit depuis 50 ans,
c'est un phénomène qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du monde. C'est l'explosion démographique. En ce sens que dans ces pays, la population mondiale, enfin, sur le globe, la population mondiale est passée de 3 milliards à 8 milliards d'habitants en 50 ans, galopant vers 9, 10, 11, 12 milliards demain. Et que pour l'Algérie, par exemple, qui est passée de 8 millions à 46 millions en 50 ans, on pouvait considérer qu'il eût été difficile d'en faire des Français. Mais on pouvait concevoir des formules fédérales, on pouvait concevoir beaucoup d'autres choses. Quoi qu'il en soit, on ne va pas refaire l'histoire. Elle s'est faite ainsi. Moi, je considérais que le fait que la France soit présente sur 2 continents différents lui donnait une dimension mondiale indiscutable. Et ça, c'était conforme à l'idée que je me faisais de la grandeur de mon pays. Bon, l'histoire en a décidé autrement. Ben, j'essaye en combattant d'arrière-garde, d'essayer de sauvegarder ce qui peut encore l'être. Mais la menace est fantastique, car le contraste entre la déferlante migratoire, qui sera la conséquence de l'explosion démographique du tiers-monde, et la dépression démographique du continent européen, va nous mettre dans des situations tragiques. Alors De Gaulle, vous lui reprochez aussi de n'avoir pas su faire la réconciliation entre les Français. Vous parlez d'un grand séparateur. Vous-même, vous voyez, vous vous êtes vu en grand réconciliateur, du coup, par opposition? Écoutez, moi, je n'ai pas eu ce rôle historique, mais le général de Gaulle, victorieux, un des 4 grands, en quelque sorte, et c'est le mérite que je lui reconnais, d'avoir mis la France au rang des 4 grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, aurait dû, à ce moment-là, s'opposer à l'épuration telle qu'elle était pratiquée en particulier par le Parti communiste et un certain nombre de revanchards qui avaient perdu la guerre mais qui voulaient le faire payer à d'autres, et il ne l'a pas fait. Voilà. C'est là où, quand il se borne à commuer la peine de mort du maréchal Pétain en détention perpétuelle, c'est-à-dire qu'il va mourir en prison à 95 ans, qu'il fait fusiller Brasillac et un certain nombre d'autres gens comme ça, eh bien, je considère qu'il a manqué à son rôle de grand réconciliateur et grand fédérateur. Voilà. C'est mon sentiment. Et vous-même, vous estimez que vous avez toujours fait dans cette perspective-là, de vouloir réconcilier avec le Front National? Oui, je me suis toujours efforcé de faire se battre ensemble des gens qui avaient le sentiment patriotique et celui du dévouement, bien qu'ils aient été, en certaines circonstances, dans des camps différents. Le temps était passé, 20 ans, 25 ans après la guerre. J'essayais de faire que des gens qui avaient été dans des camps différents combattent pour la même cause, c'est-à-dire celle de la France de demain. Vous évoquez à plusieurs reprises l'Église catholique. Vous racontez avoir rompu avec elle, ce sont vos mots. Et après, vous attestez toujours que c'est la fille aînée de l'Église, et vous vous voyez même jouer en politique le rôle d'un Monseigneur Lefebvre. Non, je dois dire que j'ai eu un traumatisme religieux quand, pour m'exclure du collège, les responsables m'ont dit que ma mère était morte alors que c'était pas vrai. Bon, ça a été pour moi un choc important et qui m'a coupé, disons, de la pratique religieuse. Mais je suis resté, je suis de ce camp-là, je suis de cette, voilà. Ça n'empêche pas d'avoir des relations avec ceux qui, dans l'Église, me paraissent avoir conservé la tradition, les vertus et le dogme. Bien sûr, vous voyez aussi, vous fustigez un petit peu le rôle joué par les chrétiens progressistes. Ah, tout à fait, bien sûr. Ils ont été les grands adversaires puisqu'ils étaient les alliés des communistes, en quelque sorte. Et cela
donnait au communisme une ouverture, en quelque sorte, sur le monde chrétien, une influence que j'estimais néfaste et qui passait justement par ces chrétiens progressistes. Voilà, j'avais une raison supplémentaire de me défier en quelque sorte. Et qui perdure aujourd'hui, vous pensez? Non, les choses ont bien changé, mais la religion catholique, qui est pourtant a fondé l'État français, il faut le dire, l'a structuré mentalement, est elle-même en voie d'affaissement. Et cet affaissement entraîne l'écroulement des structures qu'elle avait fondées en quelque sorte. Et c'est un drame civilisationnel auquel nous assistons, mais qui n'exclut pas des possibilités de redressement. C'est pas impossible, les desseins de Dieu sont insondables. Et vous dites avoir refusé par 3 fois d'entrer à la franc-maçonnerie. Oui, j'ai été 3 fois sollicité d'entrer dans la franc-maçonnerie et j'ai refusé à chaque fois parce que j'ai toute ma vie, comme je l'avais fait vis-à-vis des services secrets que m'offrait, dont un officier m'offrait l'entrée en quelque sorte, pour rester un homme libre, un homme qui ne recevait pas de consignes secrètes de qui que ce soit. Voilà. Et j'ai gardé cette ligne toute ma vie, et ma foi, je m'en suis pas trop mal porté jusqu'à présent, bien que cette situation soit une situation difficile. Beaucoup d'ennemis, peu d'amis, beaucoup d'honneur. À la fin de votre livre, on a vraiment le sentiment que le pays s'est rétréci. C'est un mot que vous utilisez plusieurs fois. Alors, perte de la mémoire, repentance, déculturisation, perte du sentiment religieux. Qu'est-ce qui est le plus grave à votre avis? Oui, je suis obligé de constater la décadence progressive des valeurs de notre société et donc de celle de notre pays, mais aussi celle de notre continent, dont j'ai dit tout à l'heure combien il était menacé par la déferlante démographique. Et donc, plus que jamais, il devrait essayer de retrouver ses sources, de s'accrocher à ses racines, d'exister et de se préparer à combattre. Parce que l'avenir sera difficile. Est-ce que vous croyez que les Français sont prêts à le faire, en sont conscients? Je pense que les millions de voix obtenues par le Front National, bien que ce mouvement n'ait pas de grandes possibilités de propagande et d'influence, sont un signe de la conscience instinctive que prend notre peuple des dangers de l'avenir. Et progressivement, il se rend compte, c'est ce qui a d'ailleurs provoqué, à mon avis, la montée des voix du Front National, il se rend compte dans le fond que, contrairement à ce qu'on disait, Le Pen n'était pas, et ses amis, n'étaient pas des fascistes ni des extrémistes, mais disaient la vérité. En fond, Le Pen a raison. Oui, c'est vrai, ce n'est pas les personnages inquiétants qui nous étaient décrits. Ce qu'ils ont dit correspondait bien à la perspective de l'avenir. Ils avaient vu clair et ils ont eu le courage de le dire. Ce qui n'est pas facile, car toute vérité est bonne à dire, dit-on, elle n'est pas très facile à accepter. Donc pour vous, est-ce que la vie commence toujours demain? La vie commence toujours demain, et nous avons non seulement le droit, mais le devoir d'espérance. Bien sûr. Merci Jean-Marie Le Pen.